Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce grand débat où nous allons poser ce matin la question de savoir comment les outils numériques peuvent contribuer à un meilleur accès aux soins en s'appuyant sur très fort réseau de pharmaciens en France et aussi d'infirmiers libéraux. Et à mes côtés, autour de cette table ce matin, Sandrine Marchand, bonjour. Vous êtes pharmacienne dans le Sud-Tarn, le sud du département. Vous êtes également présidente de la CPTS Sud-Tarn. Morgan Rémolleur, lui aussi pharmacien, alors dans un cadre de vie un peu différent, puisque vous dirigez, vous, la grande pharmacie de Bayonne. Pour information, c'est le deuxième commerce du centre-ville en fréquentation, si je ne dis pas de bêtises, 1000 clients par jour, 23 salariés. Donc on a deux tailles d'officine et deux expériences de vie qui sont différentes autour de la table ce matin. Olivier Sillas, infirmier libéral, installé à Toulouse. Alors vous avez la particularité d'avoir créé deux maisons de santé qui regroupent à chaque fois plusieurs professionnels et donc avec des bornes de téléconsultation dans ces maisons qu'on découvrira tout à l'heure. Thibaut Coméat, ancien lui aussi professionnel d'ailleurs de santé, aujourd'hui responsable de la prévention chez Harmonie Mutuelle. Et enfin, Anne Schweighofer, vous dirigez l'agence Patient Conseil. C'est une agence qui conseille des professionnels de santé en insistant à chaque fois sur la place du patient, comme ce que l'on fait à chaque table ronde de cette université de l'e-santé. Mais vous êtes aussi une patiente avant tout, suivie dans plusieurs établissements et vous voyez, normal, toutes les expériences utilisateurs qu'on peut apporter ici et là. Sans perdre de temps, Sandrine Marchand, on va partir d'un cas très concret avec vous, pharmacie du Sud-Tarn, donc zone de tension médicale. Et puis à un moment, votre territoire va se retrouver sans plus aucun médecin généraliste. Et c'est là que vous acceptez le principe d'installer une borne de téléconsultation dans votre officine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte un petit peu et comment vous avez vécu cette histoire-là ? Alors, le contexte, il est très simple. C'est perte des médecins successivement dans un espace-temps de à peu près 6 mois, jusqu'à ne plus avoir de médecin du tout. Donc, en mode réaction rapide pour une simple chose qui était le renouvellement des prescriptions. Quand on ne pouvait plus du tout aller jusqu'au renouvellement, ce qu'on appelle d'exception chez nous, c'est-à-dire le prolongement, on peut prolonger les traitements en fait pendant un certain temps et puis ça a une limite. Donc du coup, la mise en place de la borne, elle s'est faite franchement en mode catastrophe. Vous y êtes allé volontairement ou franchement Par vous avez pris obligation. ça par obligation ? Par obligation, par obligation parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Nous, sur notre territoire, dans le même temps, en fait, il y a 3 bornes de téléconsultation qui ont été installées. 2 dans des villages pas très loin de chez nous, là où il y avait des pharmacies. Et en fait, ce sont les mairies qui ont pris à leur charge les bornes. Et nous, ça, c'est un système qu'on ne voulait pas parce qu'on voulait avoir la borne chez nous pour piloter en fait l'accès à la borne de nos patients. Et donc, on l'a mise à la pharmacie en toute autonomie, quoi. Comment ça s'est passé au départ, l'installation de cette borne et l'appropriation par les patients d'une borne dans une pharmacie ? Ils réagissent comment ? C'est quel type de population qui vient vous voir ? Alors, l'appropriation, elle s'est faite grâce à nous, quoi, parce qu'en fait, les gens ils se sont reposés exclusivement sur notre accompagnement. Parce que nous, on avait des patients un peu tout venant, quoi, et surtout des patients chroniques. Qui dit chronique dit souvent patient d'un certain âge. Donc, mettre un patient de 70 ans ou 75 ans sur une borne de téléconsultation, s'il n'y a pas un pharmacien à côté, c'est infaisable. Donc, alors, pharmacien, pas forcément pharmacien, un soignant en tout cas. L'appropriation, elle s'est faite plutôt assez facilement, mais parce qu'on était là. Voilà, clairement, vous mettez une... Alors, mes confrères qui, par exemple, en périphérie, en tout cas, un des deux n'avait pas la borne dans la pharmacie, la borne, à l'heure actuelle, elle sert difficilement, quoi. En termes de volumétrie, dans une pharmacie comme la vôtre dans le Sud-Tarn, ça représente combien de personnes ? Alors, je vais dire au début, quand la borne est installée, et puis quelques mois après, quand les choses commencent à se réguler. Alors, au début, vu qu'on n'avait plus accès à un médecin, on pouvait aller, on avait des journées, quelquefois, 15 téléconsultations dans la journée, quoi. Ouais, vous faites que ça, quoi. On avait quelqu'un qui passait énormément de temps à ça, oui, effectivement. Et quel type de population ? Alors, actuelle ou à l'époque ? Au début. Alors, au début, notre souci, c'était la continuité des soins.
Donc en fait, c'est la rupture véritablement de l'accès à l'ordonnance, quoi. Donc Nous, plutôt des patients âgés, malades chroniques. Oui, notre souci, c'était celui-là. C'était déjà, ne serait-ce que pour la délivrance des prescriptions médicales, ne pas avoir en fait, à gérer un incident, une rupture de soins en termes d'accès à la prescription. Déjà, nous, c'était ça. Au départ. Mais après, il y a eu d'autres cas d'usage sur l'aigu. Mais au départ, on était essentiellement à 80% sur du chronique, quoi. Alors au départ, à Ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Voilà exactement ce que j'allais vous poser. Au départ, à 80% sur du chronique. Aujourd'hui, finalement, l'utilisation, c'est quel type de population, pour quel type de pathologie et quelle fréquentation par jour? C'est l'inverse. On est dans le 80% d'aigus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'était nous qui avions mis la borne, et pour cause. Et en fait, les médecins qui sont arrivés, parce que heureusement depuis, on a récupéré des médecins, quoi, en fait, ils nous ont demandé de garder la borne. Parce que pour eux, c'est une soupape un peu de décompression, quoi. Et quand vraiment ils ont énormément de flux, notamment sur l'aigu, ils demandent à leur secrétariat d'orienter les patients chez nous. Alors, si je veux essayer de simplement. visualiser, voir à quoi ce patient ressemble sur de l'aigu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a, je sais pas quoi, une angine, un rhume, de la fièvre, mal à la tête, et qui va venir plutôt consulter à la pharmacie sur la borne que de s'embêter à prendre un rendez-vous chez un généraliste? Alors, on est plutôt dans un cas sur deux orienté par le cabinet médical. Ah oui, donc il vous les envoie carrément. Et nous les envoie, oui. Et un cas sur deux, c'est de l'accès direct où quelqu'un en fait, sait qu'on a la borne et en fait demande à téléconsulter. Et dans un cadre comme ça, donc un malade plutôt jeune, qui a un rhume, une angine, etc., qui n'est pas bien, que le médecin généraliste ne va pas prendre, va réorienter vers vous. Comment vous allez l'accueillir de manière très concrète en tant que pharmacien? Vous l'accueillez, vous posez des questions, ou alors on lui monte la borne et puis débrouille-toi avec? Ah non, jamais. Ça, on n'a jamais fait et on ne le fera jamais, ça. C'est impossible de faire ça. D'abord parce que l'accès à la borne, en fait, il faut imaginer que les patients souvent se font une idée assez idéale de ce qu'ils vont pouvoir obtenir en termes d'accès aux soins. Et en fait, on s'aperçoit que dans un cas sur deux, il n'y a pas véritablement besoin de demander une consultation à la borne. C'est-à-dire? Parce qu'il y a des freins administratifs, il y a des gens qui veulent récupérer des arrêts maladie, des choses comme ça. Donc ça, on sait qu'administrativement, c'est pas possible. Des certificats médicaux pour le sport, etc. Donc déjà, nous... pour ça, on vient vous voir aussi à la borne, certificat médical, les gens, faire du foot. Ils pensent qu'à la borne, on peut tout avoir, quoi. Voilà, ils pensent pouvoir obtenir des prescriptions de médicaments réglementés qui ne peuvent pas se faire à travers la prescription sur une téléconsultation, etc., etc. Donc nous, on s'est un peu aguerris quand même de tout ça. À force de voir des gens consulter et puis sortir de la téléconsultation pas très ravis, voire avec des refus de soins, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est clairement, on crible avant, quoi. Donc, on détermine le besoin avec le patient et une fois que le besoin est déterminé, on le met à la borne si vraiment on estime qu'il y a nécessité à avoir un médecin en format téléconsultation. Et aujourd'hui... mais avant, on a plein d'autres étapes, avec quelquefois, on estime qu'il faut un médecin en présentiel, que ça ne relève pas du tout d'une téléconsultation, et en fait, on prend le téléphone et on appelle les confrères à droite à gauche, on se démène pour leur trouver une solution, quoi. Ou on fait appel au SAS, ou on fait... Voilà. Et ça représente combien de personnes aujourd'hui, maintenant que les choses se sont stabilisées, par jour ou par semaine? Là, par exemple, en ce moment, on est sur du 4-5 par jour. 4-5 par jour. Donc, si je compte un quart d'heure par personne par jour, 4-5 par jour, ça fait déjà plus d'une heure de travail consacré à ça. C'est ça. Ouais. Olivier Sias, là, chez vous, on est dans un cadre, je veux dire, territorial différent. On est dans le sud Tarn où il y a eu tout d'un coup un problème où il n'y a plus de médecins généralistes. Vous êtes en plein centre-ville à Toulouse, donc on n'est pas du tout en désert médical. Et pourtant, vous faites le choix dans vos maisons de santé d'installer des bandes de téléconsultation. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que l'hypercentre de Toulouse est un des plus gros déserts médicaux d'Occitanie. Contrairement aux apparences, alors. Contrairement aux apparences, défaut de locaux adaptés. Quand on a eu ce projet, donc on est allé d'abord voir l'ordre pour cibler en fait le quartier le plus défavorisé médicalement.
Des petites statistiques, nous sommes arrivés, donc, 4 médecins se sont installés pour 15 départs à la retraite dans l'année. Autant vous dire que 4 médecins n'étaient pas suffisants et que le système de visio était quelque chose qui allait s'installer de fait dans notre maison de santé, en fait. On va le voir en image, finalement, à quoi ressemble aussi cette borne, parce que c'est pas un photomaton non plus. Et expliquez-nous d'ailleurs comment, sur cette borne qu'on voit en image, comment se passe l'accueil du patient chez vous. D'abord, comment il prend rendez-vous et comment il est accompagné par vous? Alors, deux accès, donc un planning Doctolib, donc ça veut dire que les patients peuvent prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Donc et si après, je cherche, là très concrètement, je cherche un médecin généraliste pour un rendez-vous un peu en urgence sur C'est ça. Doctolib, vous êtes présenté comme un médecin, comme un C'est rendez-vous ça, chez le médecin. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, il y a des consignes, c'est-à-dire qu'il y a un laïus qui doit faire, je sais pas, une 50aine de lignes pour expliquer notamment ce que disait Madame sur tout ce qui était faisable et pas faisable. Orienté par les médecins aussi de la maison de santé, puisque aujourd'hui nos médecins sont malheureusement à 1 semaine, 10 jours de délai pour pouvoir accéder à une consultation. Et nous travaillons avec 6 pharmacies dans le quartier et donc orientation par les pharmacies. Le patient arrive, donc il est accueilli par mes soins. Donc en fait, il y a un pré-entretien qui permet de recueillir le motif du jour, les constantes, de préparer la consultation, à savoir que s'il y a une suspicion d'infection urinaire, une angine, un cas de Covid, on propose des tests. Et à l'issue de la consultation, le gros plus, en étant infirmier, c'est qu'on peut aussi aller jusqu'à la biologie, jusqu'aux soins, jusqu'à l'orientation, comme disait Madame aussi, aux urgences, le réintégrer dans le parcours de soins. Donc en fait, si vous voulez, la grosse plus-value, c'est qu'il y a une prise en charge humaine quasiment de A à Z, sauf le temps de la téléconsultation. Et c'est ce petit plus justement qui fait la différence, parce que les gens ne se sentent pas face à une machine. En fait, il y a une vraie prise en charge humaine, mais à deux. Le médecin en visio et l'infirmier qui, s'il a besoin d'être ausculté, il pourrait être ausculté par mes soins. C'est quoi le type de personnes, le type de patients qui viennent consulter? On a parlé aussi avant de patients chroniques, puis de patients qui sont venus dans l'aigu. Sur le centre-ville de Toulouse, vous avez qui? Alors on a une patientèle assez jeune, étudiante. Donc c'est pour ça que moi je travaille avec 2 opérateurs. Donc Medadom, qui est plutôt sur une patientèle jeune, active, avec des pathologies aiguës, type angine, grippe, etc. Et l'autre opérateur qui est Omedis, donc là c'est un développement récent, c'est un partenariat qu'on vient de commencer. Et donc là ça s'adresse plutôt avec des patients comorbides qui nécessitent un suivi, puisque Omedis s'inscrit dans ce suivi justement, c'est-à-dire qu'on peut retrouver le même médecin à chaque fois. Et donc là, on est en train de le mettre en place avec la CPTS pour justement les patients qui nécessitent une prise en charge médicale et qui ont des pathologies chroniques puissent être pris en charge par Omedis. Alors, j'ai 2 petites questions quand même sur ces 2 types en fait de patientèle qui peuvent venir vous voir. Bon, des patients qui sont jeunes, grippe, mal de tête, fièvre ou je ne sais quoi, angine, qui viennent prendre rendez-vous chez vous. Pourquoi plutôt chez vous que chez un médecin généraliste, ou quand même à Toulouse, on doit trouver des médecins généralistes qui acceptent de vous prendre? Parce qu'il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins, c'est-à-dire que vous regardez Doctolib, rendez-vous médecin généraliste, vous n'avez pas de place avant à minima 3, 5, 10 jours. Alors, deuxième question, sur l'autre type de patientèle et cet autre système que vous allez développer avec cette fois-ci des patients qui ont des besoins ou des maladies chroniques, donc qui ont des besoins réguliers de voir un médecin. Et là, vous allez leur permettre, grâce à ce nouveau système de borne, d'avoir le même médecin qui à distance va les suivre. Même question, pourquoi, lorsque l'on est malade chronique, ne pas aller voir un médecin physique en général? Pourquoi passer par une borne? Surtout pour retrouver la même personne en face. Parce qu'encore une fois, il y a plus de médecins. Enfin, bien entendu, nous avons des médecins, mais qui sont surchargés, qui ne peuvent plus très légitimement prendre plus de patients, puisque prendre un patient, s'engager, médecin traitant pour un patient, c'est s'engager aussi à le suivre et à le recevoir dans des délais convenables. Et je pense qu'ils veulent continuer à faire de la bonne médecine. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc nous devons avoir des alternatives qui sont ce qu'elles sont, mais qui en tout cas aujourd'hui qualitativement sont là quand même.
parce qu'il y a une prise en charge humaine. Ouais, Sandrine Marchand, pour cette borne que vous avez dit, c'est pas on me l'a imposé, mais quelque part j'avais pas le choix. Je devais installer une borne parce que je n'avais plus de médecins sur mon territoire. Vous en faites quel bilan aujourd'hui? C'est une médecine, c'est du dégradé, c'est du mieux que rien, ça vaut pas un médecin, ou finalement quelque part on arrive quand même au même résultat qu'une visite dans un cabinet? Alors, le problème, c'est ces médecins dépendants, quoi. Il y a des très bons médecins téléconsultants, et donc on a une très bonne prise en charge. Et puis après, il y a l'autre côté du spectre où la prise en charge est catastrophique, quoi. Mais après, je dirais pas plus, pas moins qu'en présentiel, hein. Quand vous allez voir un médecin qui ne vous connaît pas, vous pouvez tomber sur un excellent médecin qui vous prend en charge, et puis vous pouvez aussi tomber sur un médecin qui vous prend pas bien en charge. Donc le fait que ça soit une téléconsultation, c'est pas ça qui fait la médecine dégradée. Le problème, c'est, pour moi, hein, c'est que si, on le constate, puisque nous, en fait, on voit des gens arriver qui ont téléconsulté depuis chez eux. Alors ça, c'est le pire du pire, je pense. Parce que tant qu'il y a quand même un soignant dans la boucle, qu'il soit infirmier, pharmacien ou un soignant, quoi, et qui est capable d'accompagner un patient qui va téléconsulter, je pense que l'on limite quelque part l'effet dégradé de la prise en charge. Intéressant ce que vous dites quand même. Je voudrais juste que vous nous expliquiez pourquoi une téléconsultation dans un modèle un peu hybride, quelque part, avec quand même un soignant, pharmacien ou infirmier, serait de meilleure qualité que moi lorsque je téléconsulte face à mon ordinateur chez moi. Mais parce que tout simplement, comme le disait Olivier, voilà, pardon, il y a quand même une prise en charge qui est faite en amont. Alors moi, je ne sais pas comment c'est fait chez mes confrères, mais chez nous, c'est comme ça. On ne met pas quelqu'un à la téléconsultation tout seul, quoi. Donc on fait nous aussi des prises de constante. C'est la plupart du temps des patients qui sont nos patients, qu'on connaît par cœur, qu'on connaît depuis très longtemps, pour lesquels on a les antécédents médicaux, on a de la biologie, on a de la Vous avez le contexte social, de la famille, etc. On a tout le contexte médical, quoi. Et donc quand quelqu'un est chez lui, je ne suis pas certaine qu'il y ait une restitution des informations médicales de cette qualité-là, quoi. Et donc, quid de la prise en charge? De toute façon, on le voit très bien, hein, quand les gens téléconsultent depuis chez eux, ne serait-ce qu'une simple chose. Moi, je me suis toujours demandé déjà l'identité de la personne. Est-ce qu'elle est... Voilà, hein, le médecin qui téléconsulte, est-ce qu'il est vraiment sûr que la personne pour laquelle il va faire l'ordonnance, c'est bien la personne qui est au bout de la téléconsultation? Il y a quand même ce problème-là. Et le second, c'est quoi la restitution des informations médicales? Qu'est-ce qu'un patient est capable de restituer à un médecin en termes médicaux quand il n'a pas d'ordonnance, pas d'antécédents avec lui, pas de biologie, rien, et pas de possibilité de prendre de constante. Anne, j'aimerais bien avoir votre regard de patient là-dessus, parce que c'est une question ici qu'on a travaillé depuis des années en disant ok, on a une crise de la démographie médicale, on a une crise des médecins, à un moment, il va falloir trouver des solutions. On a la chance d'avoir quand même un réseau encore aujourd'hui de pharmacie, le réseau le plus dense sur le territoire, et un réseau d'infirmiers libéraux. Après tout, est-ce que c'est pas le plan B? Ça en a tout l'air quand on vous écoute. La présence, le lien, qui à mon avis est totalement indispensable dans le soin, le lien que vous mettez avec le numérique renforce la qualité des soins. Ça paraît tellement... Quand vous parlez de la différence entre une téléconsultation chez vous et une téléconsultation en ligne avec un médecin inconnu, moi je me pose toujours quand même la question de l'examen clinique, qui est donc disparaît totalement de cette forme de médecine. Et certaines maladies sont identifiées grâce à ces examens cliniques. Donc ça, c'est forcément un peu de la médecine dégradée. Mais je vois que le lien dont vous parlez, de la connaissance des patients, les prises de constance et surtout la discussion préalable que vous établissez évite quand même une certaine forme de frustration. Il est vrai que quand un patient ne prend pas le temps de lire le texte de Doctolib, il ne sait pas comment peut-il savoir en fait qu'on ne donne pas des arrêts maladie, qu'on ne renouvelle pas des ordonnances réglementées. Donc votre force, elle est là, elle est dans la continuité des soins et l'éducation et le lien avec le patient.
Bon, pardon, Olivier. Je me permets de rebondir justement. L'énorme avantage de ces dispositifs, c'est que l'examen clinique peut être fait aujourd'hui grâce aux instruments connectés. Alors, je pense que comme vous avez beaucoup de médecins qui ne vont pas les utiliser, mais en tout cas, par exemple, chez Omedis, je n'ai jamais eu une consultation avec un médecin sans examen clinique, donc avec otoscope, dermatoscope, stéthoscope, et donc on a vraiment une prise en charge qui, là, et je vous rejoins, beaucoup de pathologies sans examen clinique, c'est inouï. Et là, justement, c'est cette qualité-là qu'on arrive à amener aujourd'hui. Voilà, donc les examens, les outils connectés sont quand même aujourd'hui très performants. Marc-Henri Moller, est-ce que vous aussi, vous avez une cabine de téléconsultation à Bayonne? Oui, alors justement, c'est très intéressant les différents échanges. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en plus du digital, le pharmacien, il a des nouvelles missions. Là, on a parlé tout à l'heure de 2 sujets qui n'ont pas besoin du médecin. Infection urinaire et angine. Infection urinaire et angine, je les traite en faisant un TROD et il n'y a pas de problème. Et le conseil que je fais, ce n'est pas simplement des médicaments. Okay, déjà, j'oriente vers la bonne attitude de santé avec le bon traitement. Je réexplique de refaire la flore quand on a une cystite, etc. Enfin bref, c'est vraiment tout l'accompagnement justement du professionnel, car en fait, en la personne, elle arrive. Si elle arrive, en fait, j'ai mis en place pas une borne, en fait une grande cabine, juste à côté des comptoirs. Donc toutes les personnes qui rentrent dans ma pharmacie voient la cabine. Dessus, il y a une communication. En complément, ils peuvent prendre rendez-vous via Doctolib. Et vous n'aviez pas peur d'inciter au contraire à surutiliser cette cabine en la mettant bien en évidence, en disant que c'est un vrai service? Alors en fait, non, l'objectif derrière, c'est de montrer que la pharmacie n'est pas un commerce de médicaments. Okay. Ça, c'est important que tout le monde s'en rende compte, c'est que la pharmacie est un espace de santé qui dispense des solutions de santé à proximité. Okay. Et il y a du conseil, et il n'y a pas que des médicaments, il y a de l'écoute et toutes ces choses-là. Et ça, c'est très important en fait de s'en rendre compte. Dans l'orientation, il y a l'orientation vers un médecin qui peut arriver, mais il peut y avoir l'orientation vers des activités hygiéno-diététiques, sportives, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Donc en fait, la cabine de télémédecine que j'ai mis en place dans ma pharmacie, elle a un objectif principal, c'est que tout le monde se rend compte qu'on est dans un espace de santé. C'est ça l'objectif numéro 1. Et là, en fait, tout le monde a vu la cabine. Après, ils voient qu'on prend rendez-vous via Doctolib, etc. Et oui, il y a plein de dispositifs médicaux à l'intérieur pour faire justement l'examen clinique, en plus du questionnement étiologique qu'on fait. Et donc, en fait, toute la partie en amont est déjà faite. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, je vous le dis comme je le pense, c'est pas dégradé. Car en fait, je vous le dis, l'aigu, 99% de l'aigu, j'ai pas besoin du médecin. 99% des gars, pas besoin de médecin. Non, j'ai pas besoin du médecin. Grippe, etc. Étaffié avec de la fièvre. Non, j'ai pas besoin du médecin. Quasiment tout, j'ai pas besoin du médecin. Au niveau de l'aigu, je parle. Au niveau du chronique, en revanche, c'est différent. Notamment pendant les périodes estivales, où nous, en fait, à Bayonne, on a énormément de personnes qui viennent et qui n'habitent pas, et donc qui n'ont pas leur médecin à proximité. Et donc, en fait, pas mal de fois, je ne peux pas aller délivrer des médicaments quand le dossier pharmaceutique n'est pas ouvert, etc. Enfin, pas mal de fois, je ne peux pas. Donc au final, là, je leur explique, prenez rendez-vous sur Doctolib, vous voyez, là, juste à côté, vous allez voir, voire même vous rentrez, vous allez regarder. En fait, dans la demi-heure, il y a un rendez-vous. C'est pour ça notamment que j'ai mis en place en dispositif médical quelque chose qui permet aux médecins d'aller pouvoir prescrire, parce qu'en fait pour prescrire il faut faire les examens cliniques et il y a les dispositifs médicaux à l'intérieur, c'est ça notamment pour un dermatologue. Vous citiez à très juste titre que pour beaucoup de cas, infection urinaire, angine, aujourd'hui en tant que pharmacien, vous pouvez faire les prélèvements et vous pouvez donner les médicaments qui s'imposent. Est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui que ces possibilités s'élargissent à d'autres types de pathologies ? Ça, franchement, pour moi, la pharmacie, on a déjà beaucoup de choses à gérer. Et ok, nous ne sommes pas les spécialistes du diagnostic. Il faut rappeler, le médecin, c'est le spécialiste du diagnostic. Le pharmacien, c'est le spécialiste du traitement. C'est 2 choses complémentaires. Donc, en fait, au final, nous, il faut vraiment qu'on arrive à augmenter notre valeur ajoutée auprès de nos patients au niveau du traitement.
Ensuite, nous sommes à proximité et des patients, puisque donc on sait très bien qu'il y a une pharmacie aujourd'hui pour 3500 habitants, ce qui fait qu'en fait, on a tous une pharmacie qui n'est pas très loin de chez soi. Et il se trouve que c'est un commerce donc ouvert selon des horaires d'ouverture qui sont assez étendus, en plus avec les pharmaciens de garde, etc. Donc au final, c'est facile d'y accéder. Donc oui, nous permettons l'accès justement aux soins à tous. Et donc ça fait partie de la deuxième mission qu'on met en place. Ouais, Sandrine, j'aimerais bien aussi une réaction là-dessus. Est-ce que demain, vous êtes ouverte à pouvoir traiter autre chose que des infections urinaires, des angines et pour pouvoir aller sur d'autres symptômes? On le fait déjà. Les petits soins, les petits bobos, la petite coupure, le gamin qui est tombé en sortant de l'école, ils viennent chez nous. Hein. Ouais. Bon, après, on a une typologie particulière. On est une pharmacie rurale. C'est une pharmacie de proximité. Moi, je suis installée depuis 24 ans. J'ai une patientèle qui est plus que ma patientèle, quoi. C'est un peu le médecin de famille. Ben, moi, je suis un peu le pharmacien de famille. Donc, c'est un peu atypique, on va dire. J'ai sûrement beaucoup moins de passages, etc. Après, nous, l'accès, en fait, au pré-diagnostic, au diagnostic à travers, notamment les troubles d'angine et cystite. Alors, ça, c'est limite, quand même. Mais nous, on le pratique systématiquement avant la mise en téléconsultation. Et bien évidemment, quand on a un TROD positif, en fait, on ne va pas faire une téléconsultation à un patient parce qu'en fait, on a tout l'arsenal qui nous permet de prendre en charge le patient de bout en bout, quoi. Mais ça ne matche pas à tous les coups. Hein. Voilà, hein. On n'est pas dans la... Voilà, il y a des fois, ça sort du cadre. Quoi. On est dans donc, téléconsultation. On n'est pas dans une science exacte à 100% non plus derrière. Non. Thibaut Coméat, pour vous qui êtes, je rappelle, professionnel de santé à la base, donc soignant, aujourd'hui chez Harmonie Mutuelle, quel regard d'Harmonie Mutuelle sur ce que l'on entend? Vous avez aussi vos possibilités de téléconsultation que vous offrez à vos adhérents. Là, on est sur des modèles hybrides. Comment est-ce que cela nourrit votre pensée? Oui, tout à fait. En fait, moi, ce qui me vient à l'idée là immédiatement, c'est en vous écoutant, effectivement, c'est la question de la complémentarité. Je veux dire, finalement, comment chacun porte en responsabilité la manière dont il va pouvoir agir sur la santé, en fait, de la population, avec les moyens qui lui sont donnés. Et donc, aujourd'hui, Harmonie Mutuelle, c'est quand même 5 millions de personnes protégées, 100 000 entreprises accompagnées. Donc, on a finalement la chance d'avoir un retour d'expérience depuis plusieurs années sur ce que nous font remonter aussi nos adhérents. Et sur la téléconsultation, c'est intéressant d'ailleurs là-dessus. Oui, quel retour d'expérience? Est-ce qu'il diffère de ce que l'on entend ici autour de la table? Alors nous, on propose effectivement un service de téléconsultation en inclusion à nos adhérents, dont l'objectif, c'est justement de répondre à une problématique en fait, qui s'est posée. La problématique, c'était de pouvoir, en fait, lors d'événements, saison estivale, où bien évidemment chacun a droit de prendre des congés. Comment faire lorsque son médecin n'est pas disponible? Comment faire pour pouvoir avoir accès aux soins sur des traitements, enfin des problématiques très aiguës? Et donc ce service de téléconsultation, il vise vraiment à offrir ce service-là et à permettre justement à chacun de pouvoir avoir un accès 7 jours sur 7, 24/24, quel que soit le besoin. J'ai mon enfant qui a un problème et je ne sais pas qui contacter, il n'y a pas de maison de garde, comment faire? Voilà, c'est un service qu'on propose justement aujourd'hui à nos adhérents. Quel retour justement d'expérience d'utilisation de ce service auprès d'une base de 5 millions d'adhérents? Oui, alors aujourd'hui on est quand même dans une montée en charge. C'est un service qui doit encore se développer. Ça veut dire quoi monter en charge? Monter en charge, c'est-à-dire encore de passage de 0,5% à 1% Oui, clairement, effectivement. Aujourd'hui, on a à peu près 20 000 utilisateurs qui utilisent ce service. On a un taux de satisfaction d'à peu près 95%. Alors, comme vous le disiez très justement, je pense qu'on a aussi peut-être à boire et à manger. On a des très bons praticiens sur de la médecine générale, comme des fois aussi des problématiques auxquelles on se confronte, mais on voit que le taux de satisfaction est cependant très très bon. Donc c'est un service aujourd'hui qui fonctionne, qu'on doit effectivement développer, communiquer,
auprès de nos adhérents pour leur permettre justement de pouvoir en fait agir, encore une fois, en toute responsabilité par rapport à tous les moyens qui sont à leur disposition. Soit effectivement la proximité peut être un levier pour eux lorsque c'est nécessaire. Lorsque ce levier n'est pas accessible, c'est un moyen qu'on leur propose aujourd'hui pour pouvoir agir sur leur santé et de manière la plus rapide possible. Et ça, c'est important. Oui, Morgan. Oui, en fait, je voulais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue et j'ai discuté avec les différents prestataires justement qui proposent de la télémédecine ou de la prise de rendez-vous Doctolib. Je pense que le rôle numéro 1 aujourd'hui du pharmacien et qui pour l'instant n'existe pas mais qui va arriver, c'est d'aller savoir si la personne elle a besoin d'une consultation. Et pour moi, c'est ça le point le plus important. Pour votre information, l'Angleterre l'a mis en place en 2006 ou 2007 avec une orientation justement pour savoir si est-ce qu'il y a besoin d'avoir une consultation. L'avantage en pharmacie, c'est qu'on a une personne qui peut orienter ou pas. En tout cas, moi, quand ils arrivent au comptoir, je pose les questions et je vois s'il y a besoin. Je vous le dis, quand ils arrivent, il y a largement plus qu'un sur deux qui n'a pas besoin, hein. Largement. Parce qu'ils viennent pour parce qu'en fait, ils viennent pour des choses que nous sommes capables en fait, de traiter au niveau de l'orientation, justement, exactement pareil que quand un patient arrive aux urgences, est-ce qu'il avait besoin d'aller aux urgences ? En fait, souvent, je vous dis, moi, la nuit, mais j'imagine que pour toi, c'est pareil, la nuit, le nombre de fois où j'ai des patients qui arrivent pour une cystite, et je me dis, mais en fait, vous pouviez venir à la pharmacie, il n'y a pas de problème, il y a une pharmacie qui est de garde. Enfin bref, en gros, c'est intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un besoin justement d'accompagnant. Et je suis convaincu que le digital, et justement, j'ai discuté avec les fondateurs de Doctolib, ils vont mettre ce genre de choses en place, parce qu'en fait, il y a besoin d'un petit algo qui va orienter vers la bonne attitude. Est-ce que c'est vraiment une consultation qu'il y a besoin ? Et en tout cas, je suis convaincu que ça va aller dans la bonne direction, toutes ces choses-là. Thibaut, je sais que pour vous, en tant qu'assureur, vous travaillez justement sur un plan multimodal, plurimodal pour le patient, et vous êtes aussi attentif, parce que là, on a un vrai réseau d'infirmiers, de pharmaciens capables d'accueillir quand même sur tout le territoire à peu près des bandes de consultation, mais à ce que ce réseau soit inclus dans un réseau de professionnels encore plus large pour les patients. Oui, bien sûr. En fait, en 2024, on a créé le mouvement qui s'appelle le mouvement Éco-Santé. Ce mouvement Éco-Santé, en fait, il vise du coup à accompagner, à faciliter et à préserver du coup la santé de la population. Alors comment on a réfléchi à ça ? En fait, on a identifié 3 piliers principaux qui s'expriment dans notre quotidien. La première, c'est effectivement comment faire de la prévention et agir plus vite pour éviter justement des maladies effectivement qui seraient évitables. Donc là, on parle vraiment d'éducation à la santé. Vous en parliez tout à l'heure au travers d'un certain nombre de raisons. Et je pense que tous les professionnels de santé doivent avoir aujourd'hui, dans leur bagage, on va dire, académique, la manière dont ils peuvent œuvrer du coup à l'éducation à la santé. Et je pense qu'on le fait tous finalement dans notre quotidien à chaque niveau finalement possible. Et donc, pour ouvrir à ça, effectivement, je pense qu'on a tous matière à réaliser des choses. Donc, on a des outils qui sont déployés pour ça, pour permettre justement d'agir sur des bons comportements alimentaires, des bons comportements sur l'activité physique, lutter contre la sédentarité. Le deuxième pilier, c'est comment agir plus vite. On en parlait, la téléconsultation en fait partie. Ce n'est pas le seul moyen aujourd'hui qu'on essaye de déployer. Parmi les autres moyens, on a l'exemple effectivement du deuxième avis médical. On parlait tout à l'heure des maladies chroniques. Parfois, effectivement, un patient qui se retrouve confronté à une maladie complexe, où on lui propose un plan de traitement, il ne sait pas trop effectivement comment se positionner. Et donc aujourd'hui, on propose du coup à nos adhérents la possibilité en moins de 5 jours d'avoir un deuxième avis médical d'un spécialiste en fait, d'un spécialiste en fait qui de la discipline, qui lui permet d'avoir ces deuxièmes avis et de pouvoir le confronter et d'agir aussi en responsabilité, et pouvoir en discuter avec son praticien. Et puis le troisième pilier, c'est comment agir autrement. Aujourd'hui, on a une vraie problématique, elle est d'actualité, c'est les coûts de santé.
comment justement, en agissant en amont par la prévention, on peut aussi finalement avoir un impact social et économique sur le coût de la santé et agir de cette manière-là. Donc on a développé un réseau qui s'appelle le réseau Calixia, qui concrètement en fait s'oriente sur différents piliers, l'audiologie, l'optique et le dentaire, pour permettre justement du coup à nos adhérents d'avoir un accès vraiment privilégié et mesuré face au coût de la santé. Ouais. En parlant de coûts, je vous donne la parole juste après, Morgan. Je me tourne vers Olivier et Sandrine, et puis vers Morgan aussi. Le business model, c'est quoi de ces téléconsultations? Est-ce que ça a un intérêt financier ou pas pour vous? Olivier, dans un premier temps. Alors, hop, voilà, on va changer le micro. Alors, les infirmiers ont plus de chances que vous, je pense. Nous, on est rémunérés pour l'accompagnement à chaque téléconsultation. On n'a pas de forfait. Je pense que vous êtes au forfait, hein, c'est ça. Donc, vous avez rien. Alors, on va d'abord les infirmiers et puis on verra les pharmaciens okay. ensuite d'un point de vue statutaire. Donc en fait, un patient qui est accueilli par mes soins et guidé donc jusqu'à la sortie de sa téléconsultation, nous sommes rémunérés 12 €. À cela peut s'ajouter un soin infirmier, une vaccination, etc. Donc, si vous voulez, le business model, c'est pas du tout rentable. Enfin, je pense qu'aucun infirmier ne peut faire ça s'il ne faisait que de la téléconsultation sans associer d'autres choses. Aujourd'hui, mon business model est fait que j'ai plusieurs espaces de téléconsultation. Et j'ai aussi un cabinet de consultation où je peux faire des bilans de prévention, des évaluations gériatriques. Et j'ai une secrétaire et j'ai des étudiants infirmiers. Donc, si vous voulez, je peux gérer ce volume grâce à de l'aide humaine. Quand vous dites volume, c'est combien de téléconsultations par jour? À peu près 40. Une quarantaine de téléconsultations. Ouais, donc, c'est quand même un volume relativement 8h, important. 20h. Ouais. Et j'ai 3 espaces de téléconsultation. Sandrine, business model pour le pharmacien ou la pharmacienne? Alors, le business model, il est très très limité chez nous, hein, le business model. En fait, on va dire la borne, pendant les 3 premières années, il y a une prise en charge en fait forfaitaire par la sécurité sociale qui s'arrête au bout de 3 ans. Et en fait, on a une rémunération sur le nombre de sur la téléconsultation qui est rémunérée 1 €. 1 € la téléconsultation. Voilà. Donc, quand on passe 10 minutes avec un patient, autant dire que le 1 €, il est très largement insuffisant. Donc, le business model, on va dire, sur la téléconsultation, il est inexistant pour nous. Après, c'est un cas de conscience, quoi. C'est-à-dire que demain, on a la borne, en fait, tous les patients qui nous, aujourd'hui, que l'on peut finalement orienter grâce à la téléconsultation vers une consultation médicale, demain, on n'a plus de solution. Ça veut dire que donc, notre système... En fait, on le garde parce que pour l'instant, il répond malgré tout, il répond à un besoin, quoi. Mais ça veut dire que notre système de santé, on l'a dit plusieurs fois autour de cette table, faute de médecins, on va s'appuyer sur les infirmiers et les pharmaciens pour avoir partout, au plus proche des Français, un lieu de téléconsultation. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche médicale d'un point de vue financier. Non. Après, nous, le business model, en fait, il est, je le calquerai pas sur un modèle économique, mais plutôt sur un modèle où on est sorti de la zone de confort, quoi. Clairement, on a été obligé du coup de prendre en charge des choses qui jusqu'à présent relevaient que de la consultation médicale, faute d'avoir des effecteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur la prise en charge, nous, on est clairement monté en très grande compétence sur beaucoup de sujets. Où on est capable, sans vraiment flipper, quand on prend moi, ça m'est encore arrivé 2 fois cette semaine, où on a un patient tachycarde, on piétine plus, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Donc on sait vers qui l'orienter, comment l'orienter, et on sait que l'orientation en plus elle va être qualitative. Vous pouvez faire un ECG sur place dans la pharmacie éventuellement? Non, mais c'est pas notre rôle, quoi. Encore une fois, hein, on est quand même sur la corde raide à chaque fois. C'est un outil qui nous permet en fait de prendre en charge un patient. En fait, nous, on est des utilisateurs et des orientateurs de la prise en charge, quoi, de la mise à disposition en fait de ce médecin téléconsultant.
Donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire en fait, c'est la montée en charge de la qualité de la prise en charge du pharmacien dans son officine, qui clairement est sorti de sa zone de confort, quoi. Morgan Riemöller, Ouais. vous voulez compléter sur ce business Oui, model? oui, je voulais compléter une chose. Là, la table ronde, c'est sur le numérique. C'est pas sur la télémédecine. Donc, le numérique, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça permet deux choses, hein, de manière générale, mais à tout type d'entreprise. Ça permet, d'aller augmenter la relation qu'il peut avoir avec ses clients. Et numéro 2, ça lui permet d'aller améliorer l'efficacité opérationnelle de toutes ses activités dans son entreprise. Numéro 3, éventuellement, d'aller diversifier ses revenus. Alors, Bref. justement, on est en train de passer, c'est intéressant avec vous, à une autre possibilité du numérique, c'est comment le numérique va vous faciliter votre travail de professionnel de santé pour donner plus de temps aux patients. Expliquez-nous un petit peu les outils là-dessus. Donc voilà, en fait, il se trouve que je fais du conseil en digital, c'est pour ça que je connais bien le sujet. Mais en gros, ce qui se passe dans la relation client, je vais vous donner donc la télémédecine qu'on a mis en place, oui. On a plein d'autres solutions digitales qu'on met en place dans notre pharmacie. Je vais vous en donner 2-3. Il y a par exemple la prise de rendez-vous justement via Doctolib pour les TROD, angine, cystite, vaccination, etc. Et je vous dis qu'on en a plus d'une centaine par jour. Plus d'une centaine Oui. par jour. Oui, Énorme. au total de tous les éléments de prise de rendez-vous, oui. Donc en fait, c'est vrai que c'est important, mais après les patients, ils ont l'habitude, puisqu'en fait on le fait pour tous les éléments, et quand ils recherchent une vaccination, en fait, hop, ils voient la pharmacie. Ils cherchent pas la pharmacie, ils regardent pas ce qu'on fait. Ils cherchent un besoin, et en fait, ils se rendent compte que c'est possible. Que nous, il y a tous les horaires qui sont disponibles. En plus, on le fait sans prise de rendez-vous obligatoire. Donc en fait, parce qu'on a deux salles. Enfin, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont importantes. Je voulais juste donner un autre élément sur la relation client, et après, je vais parler de l'efficacité opérationnelle. Sur la relation client, on a mis une solution avec LifeMetrics qui existe dans certains hôpitaux, qui permet d'aller analyser des constantes de dynamisme métabolique, enfin différentes choses qui va permettre de se rendre compte quelle est la situation du patient. Chaque patient est unique. Chaque solution de santé doit être unique. Et ce qui est très important, justement, c'est de bien la connaître, la personne qu'on a en face de nous. C'est pas simplement avec des questions, c'est aussi par rapport à des constantes. Et donc ça, le modèle économique de ça, c'est très simple. C'est qu'en fait, plus on connaît son patient, plus la valeur ajoutée qu'on peut avoir dans la solution de santé qu'on va leur apporter. Et clairement, je vais vous dire très simplement, toutes les personnes qui sont là ou qui regardent la vidéo, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires tous les jours? Si oui, lesquels? Et vous allez vous rendre compte que vous manquez de magnésium et qu'il faut prendre du magnésium tous les jours. Bref, en gros, ça fait partie des questions qu'on peut avoir. Et voilà, donc là, on utilise le digital pour augmenter la relation avec le client. Et après, sur l'efficacité opérationnelle, au début de la transformation digitale, on a eu des sites internet un peu dans tous les sens, et maintenant on a des plateformes. Ça nous permet d'aller améliorer justement notre temps passé au bureau. Le problème, c'est que le pharmacien, c'est un indépendant. Il y a un indépendant qui doit tout faire, et le mieux possible. Le gros problème, c'est que c'est compliqué quand on est indépendant, puisqu'en fait, il n'y a pas une pharmacie en moyenne, il y a 3-4 personnes qui travaillent à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est être vraiment très, très opérationnel. Donc là, en fait, au final, le digital nous permet d'être plus rapide au niveau de la comptabilité, d'être plus rapide au niveau des achats, d'être plus rapide au niveau de la mise en avant de produits, du merchandising, etc. Enfin, ça, je pourrais lister tous les métiers. Le digital nous permet d'être plus efficace. Alors c'est intéressant quand même qu'on s'attarde un petit peu là-dessus et qu'on vous entende. En préparant cette table ronde, vous me disiez, mais le pharmacien aujourd'hui en moyenne, c'est logiciel. Je sais qu'on a des éditeurs de logiciels dans la salle en plus. Il date des années 80. Et quelque part, il faut quand même changer assez profondément les choses pour que nous, pharmaciens, on récupère du temps pour notre vrai métier de pharmacie. Ça veut dire quoi concrètement dans une officine? Qu'est-ce que vous avez changé, vous, par exemple, dans votre pharmacie à Bayonne, au niveau des logiciels, des flux, de tas de choses, pour regagner du temps? Pour vous donner un exemple, tous les accords qui sont avec des laboratoires, donc des laboratoires, il y en a, on va dire, 200, ok. Donc on a 200 accords qui sont
marqués sur des bouts de papier, enfin qui sont un peu dans tous les sens, etc., avec des catalogues que chaque laboratoire nous envoie, qu'il faut mettre à jour dans notre logiciel avec les tarifs en fonction de ce qu'on fait, tous les éléments, etc. On a les factures qu'on reçoit, on a les mises en avant qu'on doit justifier en prenant des photos, etc. Enfin bref, on a plein de choses à faire. Jusqu'à présent, on devait le faire soit avec son délégué au niveau du bureau, etc., soit aller sur le site internet du laboratoire, mais des laboratoires, il y en a 200, donc on a 200 sites internet. Enfin, vous voyez comme c'est compliqué. En fait, on s'en sort pas. Donc en fait, maintenant, il y a des plateformes, justement, par exemple, il y a la plateforme Fax qui permet d'être connecté justement aux espaces pro, d'être connecté à Digipharmacie, qui est une autre solution, d'aller connecter toutes les factures, etc. En fait, tous ces éléments, c'est ce qui nous permet, je vous le dis, de gagner du temps pour être plus de temps auprès de nos patients pour lutter contre deux choses, je vous le dis comme je le pense, c'est que ceux qui sont en avance sur nous sur le digital, en numéro 1, c'est qui? C'est Amazon. Et en fait, Amazon, grâce au digital, il pourrait offrir clairement des services bien plus performants que les nôtres. Il ne mettra jamais l'humain, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive, grâce au digital, qui clairement pour moi a été est vraiment une opportunité incroyable pour le pharmacien de rester indépendant. Mais tout comme le patient, qui est aussi client chez Amazon, est habitué aujourd'hui à ce workflow, à cette rapidité, à cette fluidité dans son parcours. Avec le temps que vous récupérez aujourd'hui sur tous les logiciels que vous installez dans votre officine pour gérer vos commandes, gérer vos flux, gérer vos stocks, gérer les plannings, gérer au mieux les équipes, où une IA peut très bien faire ça, et elle le fera de mieux en mieux dans les prochaines années, vous faites quoi très concrètement comme temps passé avec les patients et qu'est-ce que vous apportez comme regard complémentaire d'un médecin généraliste qui ne voit plus ou moins ou qui ne voit qu'à travers une borne de téléconsultation? Alors moi je vais vous donner juste mon expérience. La grande pharmacie de Bayonne, je l'ai repris il y a 2 ans. J'ai passé 1 an, 90% de mon temps au bureau. Okay, pour tout remettre en ordre, mettre le digital dans tous les sens, etc. Bon voilà, maintenant c'est bien calé, il y a toutes les Ça vous laisse le temps de venir à Castres? Et donc là, maintenant, depuis 6 mois, je passe 80% de mon temps au comptoir. Et je peux vous dire que c'est incroyable de voir comment le nombre de fois où j'ai des patients qui me disent « on ne me l'a jamais dit ». Mais sur quoi, par exemple? Je vous donne un exemple très simple. Des personnes qui ont entre 70 et 80 ans et qui prennent des produits, des médicaments pour soulager leur constipation depuis 20 ans, et qu'on n'a jamais essayé de trouver l'origine du problème de la constipation. Et ça, je vous le dis, j'en ai tous les jours. Ou alors, même, très simplement, des problèmes de sommeil, qui prennent du Donormil tous les jours, etc., et qu'en fait, ils n'ont jamais traité le problème. Et tous ces éléments-là, à chaque fois, il y a des personnes qui reviennent, qui me disent « c'est incroyable, je vais le dire à tout le monde, parce qu'en fait, toutes mes copines, c'est pareil. » Enfin bref, mais ça, c'est le quotidien. Et ce qui est incroyable, c'est que ça, au final, c'est que le digital nous permet d'aller économiser du temps sur plein de tâches qui sont chronophages, qui ne sont pas notre cœur de métier. Et c'est pour ça que c'est très important. Le digital nous permet d'augmenter la relation avec le patient, mais surtout, et c'était le sujet de ma thèse en 2009, de nous permettre de nous recentrer sur notre cœur de métier. Anne, je voudrais vous laisser le mot de la fin, comme il nous reste juste quelques minutes, et je sais pas, on aura le temps pour 1 ou 2 questions. Lorsque vous entendez tout cela en termes de patients, moi j'ai souvenir des débats qu'on a pu avoir il y a 5 ou 6 ans, la téléconsultation, c'est de la médecine dégradée, mettre un malade dans un photomaton, c'est pas humain, il verra pas de médecin, aller chez le pharmacien, oui, bah, on fait ça faute de mieux parce qu'on n'a plus de médecin à côté, mais c'est pas satisfaisant pour la relation patient, y compris dans la médecine chronique. Lorsque vous entendez ce qu'on entend aujourd'hui, avec ce côté finalement hybride, humain et téléconsultation, humain et temps en plus pour poser des questions qu'un médecin généraliste n'a plus forcément le temps de poser derrière. Vous réagissez comment en tant que patiente? Alors là, on finit en plus avec Morgane qui a vraiment un exemple incroyable parce qu'il a mis en place des outils incroyables. On n'a pas du tout parlé des infirmières libérales sur le terrain qui, elles, se débattent avec des logiciels inadaptés,
bref, plein de problèmes dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans une période de transition. Je crois qu'on en a parlé depuis hier, on ne parle que de ça. Les choses s'améliorent visiblement beaucoup grâce à l'IA et au numérique. On s'adapte en fait à une situation dégradée. Je crois que c'est de ça dont on parle. Et je pense qu'on va arriver un jour à quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui se passait il y a 20 ans, mais qui s'améliore. Et j'espère qu'il y a des métiers qui continueront à exister. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour les infirmières libérales qui font de la régulation des soins, qui sont très mal payées et qui sont très mal formées sur le numérique. Et puis, il y a des nouveaux médiateurs du numérique dans les banlieues dont j'aimerais juste parler. Allez-y alors, allez-y en 30 secondes. Il y a Banlieue Santé, qui est une association qui a déployé des médiateurs du numérique qui s'appellent des ambassadrices santé. Et en fait, c'est pour rapprocher le soin dans les banlieues de la population. Qui sont des déserts médicaux, hein, rappelons-le. Oui, c'est surtout en Seine-Saint-Denis. Et en fait, c'est des médiatrices du numérique qui sont des personnes issues des quartiers et qui sont formées justement à apporter des messages de prévention. Ils sont formés sur la santé mentale, comment ne pas trop utiliser les écrans, parce qu'il y a quand même une vraie... Je pense que le sommeil, là, l'hormonie, on ne doit pas être loin de ça. Mais aussi, elles sont là... ils ont créé une solution numérique homemade. Ils ont développé eux-mêmes leur solution numérique chez Banlieue Santé pour justement connecter les personnes vivant dans ces quartiers avec leur système de santé sur le territoire. Donc la population peut aussi être intégrée dans la formation au numérique et le déploiement de solutions numériques. Merci beaucoup à nos invités pour cette table ronde très pratico-pratique et très terrain ce matin. Merci à eux et puis bonne continuation de journée à tout le monde.